il y a déjà bien des lustres qu'on a fait le constat de par le monde, à savoir qu'une minorité de 20% de la population mondiale consomme plus de 80% des ressources de cette planète et même plus de 50% des gaz à effet de serre, en partie responsables des crises financières, économiques, énergétiques, sociales, mais aussi écologiques et environnementales. Crises dont en général les conséquences ont toujours été très remarquables, plus néfastes et plus virulentes dans les pays du Sud, sans que ces derniers n'aient effectivement pu disposer d'efficaces moyens leur permettant de se plaindre, encore moins de se défendre. Situation qui risque d'ailleurs de s'empirer au regard des prévisions et constats non exhaustifs suivants. Parmi ces constats, le premier d'ailleurs, le programme des Nations Unies pour l'environnement, donc le PNUE, alerte qu'au cours de la prochaine décennie, les ventes de produits d'équipements électriques et électroniques, donc le P3E, et par conséquent la production de déchets d'équipements électroniques et électriques, le D3E, devrait considérablement augmenter dans les pays tels la Chine, l'Inde, l'Afrique et l'Amérique du Sud, soit un bond entre 200 et 500% de la quantité de D3E liée au seul PC hors d'usage. Alors, nous savons qu'une importante quantité de ces déchets sont dans ces pays traités de façon impropre et que malgré la Convention de Bâle, qui lutte contre le trafic international de déchets, la réduction et l'exclusion de certaines substances dangereuses, malgré la Convention de Bamako, malgré le Ben Amendment, une grande partie de ces déchets, donc de ces D3E, se retrouvent en Afrique via par exemple le Bénin, mais il y a d'autres pays, le Ghana, le Nigeria, entre autres. Grâce au réseau de trafic internationaux et sous couvert d'une volonté indéfectible de réduction de la fracture numérique du continent, martelée souvent à coups de campagne par quelques ONG. Nous savons que le développement de notre continent nécessitera sans nul doute une croissance exponentielle de sa propre consommation d'équipements électriques et électroniques et de fait sa production de D3E à laquelle s'ajouteront bien évidemment les D3E émanant des trafics internationaux ainsi que tous les enjeux périphériques. Ces D3E, ces déchets d'équipements électriques et électroniques, constituent de véritables poisons. Ce sont des concentrés de métaux lourds, de métaux précieux, tous potentiellement dangereux pour les milieux, c'est-à-dire le sol, l'air et l'eau, dès lors qu'ils ne sont plus fonctionnels et délaissés puis gérés de façon irresponsable via l'incinération, l'enfouissement ou même l'abandon pur et simple de la nature, comme on le remarque si souvent dans les pays du Sud. Parmi ces poisons, dont sont constitués nos déchets d'équipements électriques et électroniques, on trouve essentiellement de l'indium, du palladium, du barium, du plomb, du mercure, du beryllium, du nickel, du cadmium, bien sûr, on parle aussi de métaux précieux, donc de l'or, pour ne citer que. Tous potentiellement dangereux, autant pour notre environnement que pour notre santé. L'Afrique est le continent qui subit déjà et subira très certainement le plus encore les conséquences du changement climatique, avec des risques de perte humaine 500 fois supérieurs à l'Europe d'ici 2050 d'après l'Organisation mondiale de la santé. Alors, cette même organisation alerte d'ailleurs que dans la prochaine décennie, plus de la moitié des malades connus sur cette planète risquent d'être sur le continent africain et que ces pathologies seront essentiellement causées par des expositions environnementales nocives. L'Afrique est le continent qui fournit une partie non négligeable des matières premières brutes nécessaires à la fabrication de ces produits de grande consommation des populations occidentales, mais sans valorisation locale de ces matières premières n'en récolte alors que les externalités négatives, et pour finir, récupèrent en fin de vie ces D3E alors qu'ils ne disposent pas, ce continent ne dispose pas des technologies ni des connaissances techniques, encore moins des infrastructures de collecte et de gestion responsables de ces D3E. Ce continent aussi comptera respectivement entre 2030 et 2050 pas moins de 17 et 22% de la population mondiale en âge de travailler. Insistons là-dessus, donc c'est-à-dire les 15-64 ans. Soit en 2030, on table sur 918 millions à peu près, et pour 2050, un peu plus de 1,3 milliard, d'après l'étude réalisée récemment par le département des études économiques de la Société Générale. Très bien. En dépit des innombrables études, certainement plus inquiétantes les unes que les autres, et concernant tout particulièrement les hommes, les femmes et enfants de ce continent, il va cependant falloir œuvrer pour durablement garantir à ces derniers un indice de développement humain
le plus satisfaisant, le plus décarboné et équitable qui soit. Jusqu'à preuve du contraire, ce n'est, me semble-t-il, pas un crime que d'avoir de telles aspirations pour ceux qui, avouons-le, depuis des lustres et en grande majorité ont toujours été privés des droits les plus élémentaires de l'homme et des richesses créées faute d'une politique, là aussi avouons-le, nationale et internationale, généralement inéquitable, au point où même au nord, de plus en plus d'indignés dénoncent leurs propres conditions de vie. Conditions auxquelles une très grande majorité de la population du Sud, malgré elle, refuse toujours de se résigner. Mais à l'heure où cet indice de développement auquel on aspire, qui autrefois permettait d'évaluer le niveau de développement humain des pays du monde, n'est plus suffisamment approprié, au point qu'il a fallu inventer depuis 2010, d'ailleurs, l'indice de pauvreté multidimensionnelle, pour au mieux, dit-on, évaluer la pauvreté, mais alors uniquement dans les pays en voie de développement. Nous devrions peut-être tous nous remettre en question. Nous ne pouvons continuer à intoxiquer. Nous ne pouvons continuer à empoisonner insidieusement, sciemment ou non, voire cruellement et de façon aussi irresponsable qu'en toute impunité, des populations totalement inconscientes. Des menaces que représentent les déchets d'équipements électriques et électroniques sur leur environnement, c'est-à-dire sur l'air qu'elles respirent, sur l'eau qu'elles consomment et les terres qu'elles cultivent. Donc, de façon directe ou indirecte, l'impact de ces déchets d'équipements électriques et électroniques sur leur santé et espérance de vie. Nous ne devrions plus, sous de fallacieux prétextes de solidarité internationale, d'une volonté de rupture de la fracture numérique, voire pour des considérations purement économiques, nous contenter d'offrir des cadeaux potentiellement empoisonnés, alors que des solutions plus responsables, à moindre coût et impact, mais surtout génératrices d'éco-emploi, même pour eux, existent et constituent une réelle alternative. Quitte à pratiquer la solidarité internationale, assumons pleinement nos responsabilités, œuvrons d'abord, de façon logique, pour l'éveil massif des consciences sur les enjeux spécifiques de cette problématique, puis la mise en place progressive d'éco-organismes pouvant former les principaux bénéficiaires pour la gestion responsable de ces déchets d'équipements électriques et électroniques dont nous les faisons bénéficier. D'ailleurs, d'après Greenpeace, chaque année, entre 20 et 50 millions de tonnes de déchets d'équipements électriques et électroniques sont produits dans le monde. Un volume qui augmente de 3 à 5% l'an. Et à titre d'exemple, chaque mois, sachez qu'on ne compte pas moins de 500 conteneurs de matériel informatique qui débarquent au Nigeria, sans compter le cas, sans énumérer le cas du Bénin, voire du Ghana. Nous ne devrions pas imposer aux autres ce que nous-mêmes refusons à juste titre de subir. Nous devons, encore une fois, et de façon intelligente, comme on l'a déjà fait par le passé, ensemble, dans l'intérêt de tous, réapprendre à consommer de façon plus responsable. Sachez par exemple que la consommation énergétique annuelle d'un ordinateur de bureau avec une moyenne de 4 heures de fonctionnement par jour varie entre 90 et 800 kW l'an, en fonction bien sûr de l'équipement et de la performance énergétique de ce dernier. Pour un portable, l'écart quant à lui se situe entre 30 et 200 kW l'an. Pire, et oui, sachez que seulement 20% de la population mondiale consomme 80% des ressources énergétiques de cette planète. Mais face à la flambée durable des coûts énergétiques, face à cette nouvelle et durable ère de crise, face à la température croissante du globe, face à la pression continue que nous exerçons sur cette planète via par exemple l'épuisement accéléré des ressources non renouvelables, face à la croissance exponentielle de la consommation de ces produits et les déchets associés, sans négliger les néfastes impacts de la quantité d'énergie nécessaire pour leur fonctionnement. En d'autres termes, face aux nouveaux enjeux climatiques et à leurs néfastes, on peut le dire, à leurs néfastes impacts sur les quelques 7 milliards que nous sommes désormais sur cette planète, il nous faut aujourd'hui de plus en plus changer notre mode de consommation en tenant compte par exemple de l'énergie et des ressources consommées.
durant la phase de production, à travers la logistique, les activités de recyclage, l'élimination des déchets, en fin de vie définitive des équipements électriques et électroniques, dont, encore une fois, je le rappelle, la consommation tend vers l'exponentiel, et ce, j'insiste là-dessus, autant dans les pays dits riches qui les fabriquent et les utilisent que dans les pays dits pauvres qui, in fine, avouons-le et assumons-le une fois de plus, faute d'industrie et de technologies appropriées, fournissent en majorité les matières premières brutes, mais récupèrent aussi une quantité non négligeable des déchets d'équipements électriques et électroniques sans possibilité d'une gestion responsable, d'autant qu'en fin de vie, il faut le savoir, ces déchets constituent non seulement de véritables poisons, mais sont bien plus énergivores, alors même que dans ces pays pauvres du Sud, non seulement l'énergie n'est pas de source renouvelable, mais en plus est très onéreuse. Hein? Là, on parle bien du coût énergétique. En conclusion, nous risquons plus d'accroître leur indice de pauvreté multidimensionnelle, comme on dit, que d'améliorer leur indice de développement humain. In fine, nos résultats sont généralement en totale contradiction avec nos objectifs initiaux. Mais consommer de façon responsable vers une solidarité internationale plus responsable nécessite au préalable de comprendre, de prendre conscience dans l'intérêt de tous d'une certaine réalité. Sachez par exemple qu'avec une autre catégorie d'ordinateurs de bureau ou d'ordinateurs portables d'ailleurs, nous pouvons réaliser de substantielles économies, c'est-à-dire entre 50 et 80% d'économies d'énergie par rapport à un appareil non énergétiquement efficace. Mais pour être plus pragmatique, avec des données chiffrées plus explicites, sachez par exemple que la facture énergétique annuelle d'un portable branché 4 heures par jour est de l'ordre de 105 € contre 420 € pour un poste fixe. Un portable branché 8 heures par jour représente 210 € annuels contre 840 € pour un poste fixe. Enfin, un portable branché 24 heures sur 24 représente 630 € annuels contre 2517 € pour le poste fixe. Force est alors de constater qu'en fonction des caractéristiques, la facture énergétique annuelle d'un portable, d'un ordinateur portable bien sûr, peut être 4 fois moindre que celle d'un poste fixe, composé d'une unité centrale et d'un écran indépendant, sans compter le coût énergétique des différents autres équipements, généralement en veille. Mode veille ne dit pas que votre équipement ne consomme pas. Il faut intégrer le fait que même en mode veille, l'équipement électrique ou électronique consomme de l'énergie électrique. Il faut se mettre d'accord là-dessus. Alors, comme vous pouvez l'apprécier, l'addition monte très rapidement. Et de fait, on opterait plus naturellement pour un poste portable plutôt que pour un poste fixe. Parce que non seulement le portable contient moins de matières et substances dangereuses, mais surtout parce qu'il est bien moins énergivore que le poste fixe et beaucoup plus économique aussi, même à l'acquisition. Mais alors, quels critères fiables permettent de choisir de façon responsable, autrement dit, comment investir intelligemment dans l'achat d'un ordinateur portable en réduisant son empreinte écologique tout en réalisant de substantielles économies et de façon durable? En somme, comment investir de façon responsable? Une seule solution. Optez simplement au moment de l'achat pour des équipements écolabellisés. Et bien sûr, en fonction du mode d'usage et du profil de l'utilisateur. L'écolabel Energy-Star, par exemple, dont le logo se trouve autant sur l'emballage que sur l'appareil lui-même, est le témoin clé de la haute performance énergétique de l'équipement. Et d'ailleurs, rien ne nous empêche, en cas de doute, de demander explicitement au commercial du matériel écolabellisé. Demander au vendeur du matériel écolabellisé est un droit, un devoir, mais aussi un des moyens pouvant inciter les constructeurs vers une démarche plus responsable et plus transparente, et pourquoi pas vers une démarche incitant ces derniers à mettre de plus en plus en exergue un symbole pour l'efficience énergétique semblable à celui qui se trouve déjà sur les petits et gros appareils électroménagers, dont les réfrigérateurs, les lave-linges et les sèche-linges. Voilà. Enfin, une autre occasion de respecter l'homme
quelles que soient d'ailleurs ses origines, sa catégorie socio-professionnelle, son environnement, et de réaliser de substantielles économies consiste à s'alimenter via les énergies renouvelables. Mais c'est visiblement pour l'heure une autre paire de manches. Et c'est fort de tous ces constats que nous œuvrons pour promouvoir massivement et durablement autant le green business que l'achat responsable, et notamment pour les équipements électriques et électroniques dont la consommation devrait croître de façon exponentielle. Et oui, parce que notre environnement commun, il faut bien l'intégrer, parce que notre environnement commun influe sur notre santé individuelle et de fait sur notre espérance de vie, alors même que nous ne sommes déjà pas et serons certainement de moins en moins égaux. Face aux soins, nous nous engageons à durablement et, comment dirais-je, vous informer, vous aider à comprendre, à décoder pour consommer de façon responsable et inciter ainsi les autres à définitivement opter aussi pour le green business. Ce qui leur permet globalement de viser une performance globale de leur business tout en améliorant leur bilan carbone et stratégie RSE, c'est-à-dire leur responsabilité sociale et sociétale. Plus nombreux d'ailleurs serons-nous à opter pour des équipements éco-conçus en vue d'une consommation plus responsable, plus nous inciterons les entreprises à proposer des produits plus respectueux de notre environnement commun et de notre santé individuelle, ce qui, évidemment, concourt à améliorer notre qualité et espérance de vie. Par ailleurs, la qualité ne devrait plus être un luxe réservé à une catégorie d'êtres humains, mais un droit. J'insiste là-dessus, la qualité devrait désormais être un droit accessible à tous, y compris aux Africains et aux plus démunis. C'est ainsi que se décline aussi le respect des droits de l'homme, la solidarité internationale et la responsabilité sociétale des entreprises, quels que soient d'ailleurs leurs clients ou bénéficiaires finaux. Merci de votre attention, de votre coopération et de votre vigilance.